Donc nous avons ici présente Nejma Brahim et Lou Sira, donc deux journalistes pour Mediapart, entre autres, qui ont participé à un ouvrage collectif qui s'appelle La haine ordinaire, qui a été publié au Seuil. Donc brièvement, on va rentrer ensuite dans le détail, mais il est question de racisme ordinaire, en tout cas celui qui est qualifié d'ordinaire de manière très banale. Ce sont d'abord des chroniques sur le site de Mediapart. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment est née cette série de chroniques sur le site avant d'en devenir un livre ? On entend là, ouais. Mais alors déjà merci d'être aussi nombreux. Franchement, on est très touchés. Non, je plaisante. Juste pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y a des lecteurs ici et quelques aficionados que je reconnais dans la salle. Mais donc effectivement, ces chroniques ont été lancées en marge de l'élection présidentielle, au moment où en fait on a vu effectivement surgir sur la scène médiatique et accaparer toute l'attention personnages comme Éric Zemmour, qui avait micro ouvert, et qu'on s'est rendu compte, comme beaucoup d'observateurs un peu tétanisés, que c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale finalement que les idées d'extrême droite se répandaient autant et par autant de locuteurs dans l'espace public et médiatique. Il y avait autant d'espace de prise de parole pour des idées d'extrême droite qui normalement étaient effectivement réduites à des feuilles de chou. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était y a-t-il une influence des discours de haine concrètement sur le terrain, et surtout où sont les paroles et les visages des personnes victimes de racisme dans cette période d'élection présidentielle où effectivement on pouvait parler à heure de grande écoute dans le débat public de théories conspirationnistes comme le grand remplacement, le génocide blanc, et c'est parfois même sans contradicteur. Et donc c'était un peu le projet, c'était de rendre visage aux victimes de racisme face effectivement à l'explosion de discours de haine dans l'espace public et médiatique. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet de ces théories et de ces actes, je voulais qu'on vienne sur la manière dont le livre se construit. Donc on a 13 récits, 13 témoignages de personnes victimes de différents genres de racisme. Bon, il en existe beaucoup. Et également accompagnés d'analyses d'experts sur le sujet. Vous parlez dans l'introduction d'empoisonnement quotidien ou de basculement soudain vers cette haine quotidienne, raciste. Est-ce que vous pouvez nous définir comment elle se construit, cette haine ordinaire, au vu des paroles d'experts et de ce que vous avez constaté aussi ? Oui, alors effectivement, il y a 13 récits, 13 histoires de ce qu'on a qualifié, nous, de haine ordinaire. La plupart du temps, du racisme, du rejet, des discriminations. Et on a vraiment voulu montrer à quel point ça pouvait infuser au sein de la société à travers des incidents, ce qu'on pourrait qualifier d'incidents, mais qui en réalité ne le sont pas, puisque c'est des faits graves. Dans l'une des histoires qui a été traitée par Lou Sira, il y a quand même une maison qui a été incendiée. Pour ma part, j'ai par exemple raconté l'histoire d'une jeune apprentie française d'origine tchétchène qui a subi la discrimination de son employeur au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Donc l'employeur lui a prononcé ces mots qui ont été très, très heurtants, très blessants. Alors comme ça, on décapite dans ta famille juste parce qu'elle était d'origine tchétchène. Et donc, on a essayé de voir à quel point ça pouvait infuser au sein de la société et comment les idées d'extrême droite, Lou Sira l'a dit déjà au début de son propos, relayées par certaines personnalités politiques, et on pense par exemple à Éric Zemmour sur la théorie raciste du grand remplacement, pouvaient être reprises par le commun des mortels finalement, vous, moi. Alors évidemment, c'est pas notre cas, mais montrer vraiment que ça pouvait toucher n'importe qui et à quel point ça pouvait vraiment imprégner les esprits, pour pousser certaines personnes à passer à l'acte. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Sauf si vous avez une question. Justement, j'allais rebondir, mais en parlant de cette fameuse théorie raciste du grand remplacement qui a été mise en lumière par Renaud Camus, et il y a eu pas mal de passages à l'acte en France et à l'étranger. Si on remonte un peu dans le temps, on peut penser à la fusillade à Oslo en 2011 par Anders Breivik, qui a cité dans des récits qu'il a laissés cette théorie, et d'autres personnes d'extrême droite françaises. Les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande aussi, il y a quelques années, où 2 mosquées ont été ciblées. Cette haine d'extrême droite, ces théories d'extrême droite s'exportent. On en avait parlé en amont, mais les déclarations en Tunisie du président Kais Saïed tiennent aussi de ça. En France aussi, on a des attaques, des tueries, notamment envers la communauté kurde l'année dernière.
qu'est-ce que ça dit aussi de la société française dans son ensemble et aussi de l'extrême droite française qui finalement, je ne vais pas parler d'excellence pour l'extrême droite, mais c'est une des choses qui s'exporte le mieux en France. Comment on explique ça ? Je prends la parole. Bon, déjà, on aime bien dire que les meilleures choses et les pires choses en France s'exportent quand même. Parce qu'on a aussi exporté notre savoir-faire militaire, on a aussi exporté notre policier, voilà, notre savoir-faire policier. On est voilà, ce genre de choses formidables. Ce que ça dit, moi, je retournerai la chose pour ne pas rester dans ne pas rester dans une analyse politique de l'extrême droite, du paysage de l'extrême droite, parce qu'en fait là c'est pas exactement le propos, mais ce que ça dit à l'inverse, c'est l'absence de réaction. En fait, c'est surtout ça qui est très choquant et qui fait aussi qu'on a fait un petit peu un tour de France des petits faits divers. En fait, c'est ça en fait l'histoire, c'est les petits faits divers qui ressemblent à des fables locales, de l'histoire d'un étranger, qui sont d'ailleurs tellement caricaturales qu'elles nous mettent le doute aussi. L'histoire qu'évoquait Nejma tout à l'heure, c'est l'histoire d'un, grosso modo, un arabe qui arrive dans un petit village, qui est, excusez-moi l'expression, mais pété de thunes. Bah oui, parce que ça arrive, enfin ok, super, d'origine algérienne, qui est en fait entrepreneur, et qui, en fait, quand il arrive, voilà, il est la figure de l'étranger qui arrive dans un petit village, et ça crée des problèmes. Voilà, ça crée des problèmes. C'est suspect tout de suite, en fait. C'est suspect tout de suite, et c'est là où, en fait, et donc là, on est en fait sur des, sur des canevas d'histoires qui sont un peu, je veux dire, j'allais dire millénarisme. Enfin, je veux dire, cette histoire de l'étranger qui arrive dans un village et le village se déchire, on la trouve partout, dans toutes les cultures, dans elle est très universelle finalement. Mais ce qui fait qu'elle est très actuelle, c'est que s'adosse à ça des préjugés qui ont été renouvelés sur le préjugé de l'étranger. Ça n'est plus le travailleur arabe. Là, c'est le danger du musulman qui arrive. Le musulman qui arrive, qui va construire une piscine. Sa piscine ne serait peut-être faite pour un bassin d'ablution. Sa maison est trop grande, ne serait-ce pas une école coranique. Enfin voilà. Tous ces illustrations qui sont des marqueurs de haine, ou en tout cas des figures renouvelées de la haine, qui était la haine qu'on connaissait dans les années 70, de la haine anti-arabe, puis aujourd'hui la haine anti-arabe, plus anti-islamophobe, plus islam politique, et tout ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, qu'on entend en fait dans les discours politiques qui se sont renouvelés aujourd'hui de la haine. C'est ça qui était intéressant d'aller voir. Et pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, ce qui était très intéressant, pourquoi aller voir les gens leur rendre visage aussi, c'est parce que ce qu'on ne comprend pas, et ce qui fait que rendre humanité aux gens, c'est aussi leur expliquer en fait pourquoi certaines personnes, et c'est caractéristique dans les affaires de racisme, mais comme dans les affaires de violence sexuelle ou autres, en fait, dans tout ce qui est de l'ordre de la victimologie, si je puis me permettre, pourquoi ces gens se taisent. Et ça, on le raconte un peu. Alors, pourquoi on n'entend pas parler, en fait ? On n'entend pas parler parce que les gens se taisent, parce que les personnes qui sont victimes de racisme ont des stratégies d'évitement. La stratégie directe qui est de dire en fait non, je suis déjà suffisamment victime, j'ai envie de vivre une vie normale, donc en fait je vais raser encore plus les murs. La stratégie aussi de se dire, et Nejma tu en parles très bien aussi, de conscientiser la violence dont on fait l'objet, et aussi le fait de se dire si en fait les associations qui sont censées se mobiliser, et aussi les représentants de l'État qui sont censés en fait garantir mes droits et le fait que je ne fasse pas l'objet de violence, si même ces personnes-là ne viennent pas valider le malheur que je suis en train de vivre, qui est caractéristique de racisme, en fait il n'y a que moi pour essayer de m'en défendre. Et c'est ce qui fait que les gens sont un peu plus invisibilisés. Il y a un isolement du coup aussi, enfin c'est ça, c'est ce que vous décrivez des victimes qui n'ont peut-être pas, elles ont conscience de ce qu'elles vivent, mais qui, comme vous le racontez aussi, ont des craintes d'en parler, de porter plainte, etc. Et comme vous le décriviez, l'isolement aussi peut-être de la classe politique, médiatique, enfin en tout cas par la classe politique ou médiatique qui ne... comment dire les choses qui s'en foutent en fait, on peut le dire, qui ne voient pas ça comme étant quelque chose d'important. C'est quelque chose de récurrent qui est revenu dans tous ces témoignages. Oui, alors qui s'en foutent et qui ne se saisissent pas, ne s'emparent pas en fait de la question, alors que le sujet est extrêmement grave. Et effectivement, bon nombre des victimes restent terrées dans le silence parce que pour tout un tas de raisons que Lucira vient d'énumérer, parce qu'il y a d'abord l'acceptation de ce qu'on vient de vivre, il y a la conscientisation, pouvoir poser les mots sur le fait d'avoir été victime d'un acte ou de propos racistes, et puis il y a un temps aussi, il faut prendre le temps, il faut peut-être aussi être accompagné par des militants. Lou, elle le disait sur les associations par exemple de lutte antiraciste aujourd'hui.
qui peut-être ne remplissent plus assez leur rôle. C'est vrai qu'il faut accompagner les victimes. Je reprends l'exemple de cette apprentie d'origine tchétchène. Elle, clairement, elle a fini par porter plainte. Elle l'a fait après un moment, après être tombée en dépression et après avoir cessé sa scolarité. Et si elle a porté plainte, si elle est allée jusqu'à faire cette démarche-là, de saisir la justice, c'est parce qu'elle a été accompagnée à la fois par sa mère, qui a tenu à ce qu'elle y aille, et par une militante de défense des droits des Tchétchènes de France. Et c'est ça qui est dramatique aussi, c'est le fait que on a de plus en plus de mal. Déjà, toutes les victimes ne portent pas plainte, et on a de plus en plus de mal aussi à caractériser à démontrer le caractère raciste, parce qu'il faut aussi apporter des éléments probants, des preuves, des écrits, peu importe ce qui existe, mais en tout cas, il faut apporter les preuves de ce qu'on avance quand on est victime. Donc c'est une forme de double peine. On est à la fois victime, mais en plus, il faut arriver à le prouver. Je vous avais anticipé, mais c'est très bien, justement, avant d'aller plus loin dans cette difficulté de caractériser les crimes ou délits racistes, il y a quelque chose de très marquant aussi que vous avez dit, concernant les militants antiracistes, mais j'ai envie de dire la gauche antiraciste de manière générale. On a l'impression qu'elle est de plus en plus absente sur ces questions, que ce soit les partis politiques, les syndicats, peut-être que le milieu militant est un peu plus présent que les autres. Comment vous l'analysez aussi, et qu'est-ce que vous avez à en dire sur cette absence ou manque d'organisation ? Moi, je dirais que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi malheureusement, il y a déjà les forces en présence qui ne sont plus les mêmes. Comme on le dit, le fait qu'il y ait de plus en plus d'espaces où la parole haineuse et raciste peut s'exprimer, le fait qu'il y ait beaucoup de partis maintenant. Avant, la parole raciste, elle était grosso modo, on va dire grosso modo, en tout cas aussi extrême, elle était cantonnée au Front National et à d'autres partis assez minoritaires. Naturellement, dans le RPR, on pouvait aussi trouver des propos racistes, dans le PS aussi, chez les écolos, etc. Mais en tout cas, pour cette incarnation aussi offensive... Elle s'est libérée depuis quelques années. Elle s'est libérée encore plus. Il y a effectivement le fait que ce propos-là, effectivement, a contaminé tout un ensemble du spectre politique jusqu'à aussi la gauche institutionnelle, ou au Parti socialiste, qui a été un parti internationaliste, qui a été un parti qui a aussi eu ses combats antiracistes, avec, on pourrait en parler, mais c'est pas le lieu, avec aussi des limites. Avec des limites, on n'en parlera pas ici, mais en tout cas qui a supporté clairement pour sa frange antiraciste ces combats-là. Qui aujourd'hui est miné par ce qu'on appelle une vision très restrictive de la laïcité, qui en fait, sous couvert de défense de la laïcité soi-disant, en fait, avance des préjugés islamophobes, tout ce genre de questions-là. Donc il y a effectivement déjà cette reconfiguration politique qui est assez évidente, mais il y a aussi le fait que, moi je pense des fois un manque d'intelligence situationnelle de certains partis politiques, personnalités politiques qui ne savent pas sortir des cadres du débat tels qu'ils sont exposés, notamment par le gouvernement, parce qu'il faut aussi comprendre que certaines thèses racistes qui étaient défendues des années durant par des minorités politiques comme le Front National, qui demandaient par exemple la dissolution de ce qu'on appelle des associations qui faisaient du djihad judiciaire, comme le CCIF, par exemple, ces termes-là de djihad judiciaire ou des termes de séparatisme, qui sont des termes qui n'étaient employés pour disqualifier les opposants politiques que par des forces brunes, elles sont défendues aujourd'hui jusque dans des partis au gouvernement. Elles sont majoritaires finalement, ces propositions. Alors, je ne sais pas si elles sont majoritaires, en tout cas elles influent des politiques gouvernementales qu'on a vues depuis 2020 dans le cadre de la répression en marge de ce qu'on a appelé la loi séparatisme, qui en fait était une loi contre la société civile musulmane, qui s'est présentée pourtant comme une loi contre l'islam radical, et on voit à quel point elle a été efficace, puisqu'on a eu, on a eu encore cet attentat récemment, donc on voit bien qu'en fait, puis il n'y a pas eu de question autour de cette loi, mais on voit bien déjà, du coup, effectivement, que d'un point de vue doctrinal, il y a tous ces éléments-là et programmatiques qui sont allés jusqu'à la gauche et contaminés au gouvernement. Et par ailleurs aussi, je pense qu'il y a vraiment le camp antiraciste qui est dévasté. On l'a vu en 2022, je m'arrêterai là, je laisse la parole, mais en 2022, on était en pleine élection présidentielle. Il y a eu un mort. En fait, il y a eu cette année-là 4-5 morts par l'extrême droite, parce que voilà, donc il y a eu effectivement les trois militants kurdes, enfin les 3 Kurdes tout court, plus Federico Aramburu, et je pense qu'il y a eu encore un autre mort de la part de militants d'extrême droite. Et en pleine élection présidentielle, la gauche n'a pas été en mesure de se saisir, par exemple, de la mort de Federico Aramburu, qui est donc un rugbyman qui s'est levé dans un acte, je veux dire, de la vie courante contre un acte de racisme, qui a été tué par balle en plein Paris par l'extrême droite, en pleine élection présidentielle. Et la gauche n'a même pas été en mesure, par exemple, de se saisir de cet événement-là pour manifester
et pour aussi aller abattre, si je puis me permettre, son adversaire politique qui était le Front National, enfin le Rassemblement National à ce moment-là. Et même ça, ils n'ont même pas réussi à le faire. Donc je pense aussi qu'à un moment donné, la gauche qui a tellement peur d'être taxée d'islamisme, d'islamo-gauchisme, en fait, ils sont restés tétanisés par toutes les rhétoriques qui ont été mises en place, notamment par le gouvernement. Et voilà. On le voit en ce moment avec l'actualité en Israël, en Palestine, et les réactions de la France insoumise et les commentaires toute la classe politique peut faire au sujet de leur position. Il y a cette crainte, comme vous le disiez, d'être pro je ne sais quoi, quand on défend certaines valeurs qui seraient naturellement de gauche. Ça participe à tout ça, cela aussi pour vous ? Ah oui, complètement. Enfin, moi, je trouve que le climat actuel est absolument terrifiant en termes de liberté d'expression notamment. Et puisque vous citiez la France insoumise, j'ai en tête l'exemple de Daniel Obono, donc député La France Insoumise, qui s'est fait absolument lyncher, y compris dans son propre camp, mais aussi par des figures de LV, Europe Écologie Les Verts, parce que Bourdin, en pleine interview, l'a poussé à dire que le Hamas était un mouvement qui se définissait comme étant un mouvement de résistance. Et ça a été repris ensuite partout, sur les réseaux sociaux, comme si elle avait dit « oui, le Hamas est un mouvement de résistance ». On ne va pas refaire le débat ici. Mais quand on voit à quel point cette séquence a pu déchirer le parti, mais aussi la gauche, une bonne partie de la gauche dans son ensemble avec la NUPES qui aujourd'hui est au bord de l'explosion, quand on voit aussi que certaines personnes étrangères en France sont terrifiées à l'idée de pouvoir exprimer leur soutien à la Palestine alors qu'elles l'ont toujours ressenti. Je pense par exemple aux pays du Maghreb et donc les personnes étrangères originaires du Maghreb ont toujours eu une forme de soutien assez particulier, assez singulier à l'endroit des Palestiniens et de la lutte pour la résistance de ce peuple. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, moi c'est des témoignages que j'ai recueillis pour un article qui est sorti dans Mediapart, ont peur de s'exprimer au travail, ont peur de dire au travail, bah, écoutez, il y a quand même un massacre qui est en cours, et le monde ferme les yeux. Parce qu'elles ont peur de se faire retirer leur titre de séjour, parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ne cesse de durcir son discours politique à l'endroit des étrangers, avec toujours le prisme de la menace de l'expulsion notamment, ou du retrait du titre de séjour, de la carte de résident, voire de l'expulsion des personnes qui ne respecteraient pas les principes de la République. Alors allez savoir ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas vraiment. Mais voilà, c'est vrai que le climat actuel est absolument terrifiant. Et je voulais qu'on revienne aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, le caractère raciste des agressions, des actes, des crimes, des délits, qui n'est pas toujours avéré par la justice. J'imagine que ça fait partie des réticences des victimes d'aller porter plainte, etc., de se dire, mais de toute façon, comment prouver que c'était bien du racisme, alors que, bon, on le sait quand on le vit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est quoi ? C'est un manque de volonté politique de vraiment combattre ce racisme-là ? C'est un flou juridique qui permet de passer outre les condamnations ou les accusations ? Moi, j'aimerais bien refaire un point après sur, très rapidement, maintenant, mais sur le conflit israélo-palestinien. Juste rappeler que on est justement pour évoquer le fait que la gauche n'arrive pas à sortir des cadres du débat. Typiquement, effectivement, la gauche, ou en tout cas les forces pro-palestiniennes ou le camp pro-palestinien, mais une semaine à se mettre d'accord sur un mot d'ordre qui était en fait le cessez-le-feu, ce qui paraît pourtant quand même assez simple et en fait assez basique. Et quand même dans les autres pays, peut-être en Allemagne, parce qu'effectivement l'Allemagne comme la France, c'est partie des seuls pays quasiment à avoir mis en place en tout cas une stratégie sécuritaire de maintien de l'ordre et donc d'interdire les manifestations, etc. Donc forcément, ça se déploie différemment, mais on est dans un moment en fait où on ne peut pas se permettre en France, avec le paysage politique qu'on a, c'est-à-dire une extrême droite qui vire au terrorisme. Enfin, je veux dire, en 2019, ça n'a pas été qualifié comme tel par la justice, mais les passages à l'acte d'un ancien du Front National, Claude Cinquet, contre la mosquée de Bayonne, c'était une personne qui pensait en fait qu'il y avait un génocide contre les Blancs en cours et qu'il fallait donc aller s'attaquer à la mosquée qui était le signe de l'oppression des musulmans, supposée des musulmans sur le territoire européen. Donc on a ce truc politique en fait là où on est face à des forces d'extrême droite qui sont extrêmement puissantes en France et qui veulent basculer vers un chaos, vers ce qu'ils appellent une guerre interrace.
Et c'est tenu par... c'est une idéologie qui est défendue sous le concept d'accélérationniste, c'est-à-dire des gens qui veulent accélérer la guerre des races. Et parmi cette guerre des races, comme ils disent, il y a la guerre juif-musulman. Et donc, en prenant en compte en fait ce danger qui nous guette absolu, il faut, je pense, mettre en miroir les haines telles qu'elles sont en train d'exploser en France, et notamment en marge du conflit israélo-palestinien. Les haines telles qu'elles explosent en France en marge du conflit israélo-palestinien, c'est des passages à l'acte contre des synagogues, contre des juifs, contre des musulmans, et parfois aussi instrumentalisés par l'extrême droite. Donc, et ça, mais c'est parfois, malheureusement, mais pas que, parce qu'il y a aussi des gens qui prennent prétexte de cette situation politique pour aller exploser leur haine comme ça, au tout venant, et c'est très bien, et ils sont très contents. Ce que je veux dire simplement, c'est que parce tu parlais de Daniel Obono, mais je pense qu'il faut être très clair en fait, en mettant ces haines en miroir. C'est que en 2002, quand il y a eu les premières attaques contre des synagogues en France, la gauche n'a pas su dire que ces attaques étaient antisémites. Le problème, c'est qu'il fallait le dire à l'époque de la part de la gauche. Pourquoi ? Parce que quand en 2019, il y a des mosquées qui sont attaquées, on ne peut pas dire qu'elles sont terroristes, alors qu'elles sont terroristes. Depuis 2019, il y a des attaques régulières de mosquées et il n'y a personne, quasiment. Alors bien sûr, il y a certaines personnes dans la gauche, et notamment LFI, qui ont des discours politiques, mais finalement, ils ne construisent rien en opposition antiraciste. La réaction n'est pas suffisante. Donc on a documenté sur Mediapart avec un collègue des attaques de mosquées qui sont passées sous silence. La gauche ne s'est pas spécifiquement mobilisée pour faire valoir au sein de l'hémicycle, alors qu'elle a tout à fait la possibilité, le loisir de le faire, ni d'ailleurs pour faire le bilan de la loi séparatisme, ils auraient pu le faire, franchement ils ont été assez lents, ni pour faire par exemple un plaidoyer au sujet de ces actes islamophobes qui sont pourtant tangibles, et en plus les élus locaux peuvent le remarquer. Donc ce que je veux dire en fait, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas reconnaître la haine telle qu'elle s'exporte vers son voisin, après, finalement, elle s'attaque à nous-mêmes. Et du coup, ça découle de quoi enfin, je vous pose la question, c'est pas vous qui avez forcément la solution, mais c'est un manque de volonté politique d'agir, c'est une conséquence idéologique. Moi, je pense qu'il y a un mélange de pas mal de choses. Il y a effectivement des forces en présence qui sont complètement démobilisées. Il suffit de voir le MRAP, par exemple, qui, là, quand on a fait le tour de France et tout, des actes racistes, qui est pourtant un parti qui est grâce auquel on a dans la loi, depuis 1972, cette possibilité de poursuivre pour incitation à la haine en raison de l'appartenance, Eh ben, cette force antiraciste à qui on doit cette avancée sociale énorme et judiciaire, par exemple aujourd'hui, est quasiment inexistante. Quand vous essayez de voir s'il y a encore des sections locales du MRAP, il n'y en a quasiment plus. Vous avez ça, vous avez aussi le fait que, effectivement, encore une fois, les partis de gauche n'ont pas réussi à se défendre quand ils prenaient un coup. Le fait que la LDH soit taxée de terrorisme ou d'islamisme aujourd'hui en France, alors que c'est le fer de lance de nos combats humanistes sur le territoire, et qu'en fait la gauche n'ait pas su faire une manif pour dire arrêtez en fait à un moment donné. En fait, je pense qu'il y a effectivement la résultante de tous ces combats qui ont été laissés un peu en jachère, parce que soit les gens avaient la main tremblante, soit en fait ils se rendaient pas compte, ou soit aussi il y a un biais sociologique, c'est que les gens à gauche en fait qui pouvaient répondre n'étaient pas concernés sociologiquement par ce genre de choses. Donc il y a un biais sociologique, c'est-à-dire, oui, bon, c'est pas trop grave. Bah oui, parce que c'est pas ton père qui risque de se faire massacrer à la sortie d'une mosquée, ni à la sortie d'une synagogue, ni à la... Donc en fait, je pense qu'il y a ça. Oui, ça paraissait secondaire, du coup. Ça paraît peut-être secondaire, ou bien en fait, voilà, on n'incarne pas soi-même le combat, donc ça c'est malheureusement... Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le terrain, quand on regarde en fait les derniers à se battre. Bien sûr, il y a des communistes ou encore vous avez encore des gens très, très imprégnés de lutte antiraciste, mais sinon, grosso modo, ce sont les premiers concernés qui disent ah bah en fait, moi en fait je suis concerné parce que mon fils il est métis et qu'en fait je sais ce que c'est que d'aller le rechercher au commissariat parce qu'il a été arrêté après un contrôle routier parce qu'il est noir, ce genre de choses. Donc il y a ça. Et le dernier truc, je pense aussi, c'est qu'il y a aussi un rapport à l'étranger. Sur ce qui est l'islamophobie ou de l'antisémitisme, typiquement moi qui travaille sur les deux et donc qui met souvent en miroir les deux actes. Alors je sais qu'en France on dit souvent à juste titre qu'il y a une récupération politique de l'antisémitisme pour bien se faire valoir. Donc on voit des personnes comme Gérald Darmanin qui n'est pas capable par exemple de défendre politiquement sa présidente de l'Assemblée nationale quand elle se fait insulter de sa youpine, qui n'est pas capable de faire même un tweet, mais qui par contre là effectivement va en Israël parce qu'il pense que politiquement, je ne sais pas s'il y est allé, il devait y aller, mais je pense qu'il y a effectivement de l'instrumentalisation politique, mais il y a cette idée que les gens sont, je viens de perdre mon fil, mais ne sont pas, sont finalement ont un rapport à l'étranger, et le juif est toujours suspect
de double allégeance, comme le musulman est toujours suspect de double allégeance. C'est le même mécanisme, au final. C'est le même mécanisme. Et quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, c'est quand même très étonnant de se dire il y a des franco-palestiniens qui sont sur la bande de Gaza et il y a des franco-israéliens qui sont morts pour certains et d'autres qui étaient en otage sur la bande de Gaza. Moi, je ne suis pas très étonnée de voir un pays comme la France, en fait, s'aligner sur la position israélienne en disant on bombarde tout, on s'en fout. Et puis finalement, et puis aussi parce que le Mediapart a fait des révélations aujourd'hui ou hier sur le fait qu'en fait les binationaux franco-palestiniens qui étaient à Gaza bloqués étaient complètement laissés abandonnés en plan total. Et je suis pas du tout étonnée parce qu'il y a toujours cette façon de faire avec les binationaux en France, avec cette idée que finalement il y aurait quand même une suspicion d'étrangers et finalement c'est un peu de votre faute, enfin fallait pas être complètement étranger donc démerdez-vous. Donc, je pense qu'il y a aussi ça et je pense que c'est important de le remettre en miroir au regard à l'heure actuelle, aussi pour ne pas rentrer dans ce que l'extrême droite voudrait qu'on fasse, c'est-à-dire une guerre intracommunautaire ou interraciale ou que sais-je. Voilà. Najma, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter parce que je crois qu'on doit conclure. Non, mais pour répondre à votre question très très brièvement sur le manque de volonté politique, je pense qu'il y a un manque de courage, tout simplement. Et pire, il y a une forme de lâcheté en réalité, parce que quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, et c'est tout l'objet du livre qu'on vous encourage à lire si vous ne l'avez pas encore lu, quand on voit le nombre d'actes racistes, quand on voit les effets que ça peut avoir, islamophobes, antisémites, etc., et qu'on voit les effets que ça peut avoir sur les personnes concernées, et que derrière, il n'y a pas assez de condamnations, il n'y a pas assez de plaintes qui sont déposées en justice, etc., on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand est-ce qu'il va y avoir un grand plan national de lutte contre les haines ordinaires, par exemple ? Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel ne s'empare pas de la question ? Parce que je pense qu'au fond, il s'en satisfait et que c'est divisé pour mieux régner, en réalité. Et c'est ça la politique actuelle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on peut le dire sans trop hésiter. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Nejma Brahim et Lou Sira. Je vous conseille l'ouvrage La haine ordinaire, qui est disponible par là-bas. Et les autres, deux des autrices, en tout cas, sont là si vous voulez en parler plus tard. Voilà. On va rendre le micro, je crois, maintenant. Hein. Merci en tout cas.